Un pays africain parmi les plus riches du monde, où la majorité de la population vit comme si cette richesse n'avait jamais existé. Ici, les immeubles brillent, les chiffres impressionnent. Mais le quotidien raconte une toute autre histoire. Une histoire dont on parle très peu. Parfois même pas entre habitants. La Guinée équatoriale n'apparaît presque jamais dans les médias internationaux. Pas de scandales viraux. Pas de débats. Pas de récits. Seulement un silence épais, presque organisé. Et ce silence n'est pas vide. Il protège des réalités que peu d'étrangers soupçonnent. Ce que vous allez entendre ne se trouve dans aucun guide touristique. Ce ne sont ni des rumeurs, ni des exagérations. Ce sont des pratiques, des règles non écrites, des habitudes quotidiennes qui façonnent la vie ici, souvent à huis clos. Au fil de cette vidéo, chaque vérité en dévoilera une autre. Plus inconfortable, plus dérangeante. Et lorsque vous arriverez à la fin, la question ne sera plus de savoir pourquoi personne ne parle de ce pays, mais pourquoi le monde accepte de ne rien savoir. Le pays africain, où presque personne ne parle la langue du continent. En Afrique centrale, il existe un pays où la langue que vous entendez dans la rue ne ressemble à aucune autre du continent. Ici, les conversations quotidiennes ne se font ni en français, ni en anglais, ni même dans une langue africaine dominante. Elles se font en espagnol. C'est le seul pays du continent où cette langue est devenue officielle. Une particularité héritée de l'histoire, mais qui crée aujourd'hui un profond décalage. Pour beaucoup d'habitants, cette langue est celle de l'administration, de l'école, du pouvoir. À la maison, on parle Fang, Bubi ou Ndowe. Mais dès qu'il faut exister socialement, c'est une autre voie qu'il faut adopter. Ce contraste produit une sensation étrange, celle de vivre dans son propre pays sans jamais s'y reconnaître complètement. La langue devient un filtre. Elle sépare ceux qui savent naviguer entre les codes et ceux qui restent en marge, même sans quitter leur quartier. Pour les étrangers, l'espagnol donne l'illusion d'une proximité culturelle avec l'Europe. Mais pour beaucoup d'Équato-Guinéens, il rappelle surtout une identité fragmentée, jamais totalement assumée. Et si cette contradiction linguistique semble anodine, elle n'est que la première fissure. Car derrière ce détail surprenant, d'autres réalités bien plus troublantes attendent d'être révélées. Une capitale construite pour impressionner, mais presque vide. À première vue, la capitale de la Guinée équatoriale ressemble à une vitrine soigneusement mise en scène. Des avenues larges, des immeubles imposants, des bâtiments officiels flambant neufs. Tout semble pensé pour impressionner. Et pourtant, quelque chose manque immédiatement. Les rues sont étrangement calmes, trop calmes. Les places immenses restent souvent vides, même en pleine journée. Les cafés sont rares, les passants dispersés, les interactions discrètes. Cette capitale donne l'impression d'avoir été construite pour être regardée, pas habitée. Malabo, et plus récemment Oyala, la nouvelle capitale en construction au cœur de la forêt, incarne cette sensation d'artificialité. Des projets gigantesques surgissent là où la vie quotidienne peine à suivre. Les bâtiments sont là, mais l'activité humaine ne remplit pas l'espace. Pour beaucoup d'habitants, ces lieux ne sont pas des centres de vie, mais des zones à éviter ou à traverser rapidement. Ils symbolisent une distance invisible entre le décor officiel et la réalité vécue. Une ville qui brille sans chaleur, sans bruit, sans spontanéité. Et derrière ces façades impeccables, commence une autre Guinée équatoriale, moins visible, plus discrète, et bien plus dérangeante que ce que ces avenues silencieuses laissent deviner. Un des plus petits pays d'Afrique, mais parmi les plus riches sur le papier. Sur le papier, la Guinée équatoriale défie toute logique. Un territoire minuscule, une population réduite. Et pourtant, pendant des années, le pays a affiché l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique. Une richesse soudaine, alimentée par le pétrole, qui a attiré investisseurs, ingénieurs et regards extérieurs. Mais pour la majorité des habitants, cette richesse reste abstraite. Elle existe dans les chiffres, pas dans le quotidien. Les salaires stagnent, les infrastructures de base manquent encore dans de nombreux quartiers, et l'accès aux services essentiels dépend souvent de relations personnelles plutôt que de droits réels. Le contraste est déroutant.
D'un côté, des voitures de luxe, des hôtels somptueux, des projets pharaoniques. De l'autre, des familles qui comptent chaque dépense, des jeunes sans perspective claire, et une vie quotidienne qui ne reflète en rien l'image d'un pays riche. Cette fracture crée une incompréhension profonde. Comment un pays aussi riche peut-il sembler si fragile pour ceux qui y vivent? La réponse ne tient pas seulement à l'économie, mais à la manière dont cette richesse circule, ou plutôt, dont elle ne circule pas. Et c'est précisément là que l'argent ne suit pas les chemins habituels. Et comprendre où il s'arrête permet de saisir ce qui va suivre. Le pays où le silence est une règle sociale non écrite. Ici, le silence n'est pas seulement une absence de mots. C'est une règle sociale tacite, apprise très tôt, rarement expliquée, mais parfaitement comprise. Savoir quand se taire est souvent plus important que savoir quoi dire. Parler trop librement, poser certaines questions, ou exprimer des opinions mal perçues, peut entraîner quelque chose de plus subtil qu'une sanction officielle, l'isolement. Les conversations s'interrompent, les regards se détournent, les invitations disparaissent, le message est clair, sans jamais être formulé. Ce climat crée une tension douce, permanente. On apprend à mesurer chaque phrase, à observer avant de s'exprimer, à deviner ce qui peut être dit et ce qui doit rester enfoui. Même dans des discussions anodines, certains sujets sont contournés avec une précision presque instinctive. Ce silence collectif n'est pas seulement lié à la peur. Il est devenu une habitude, une forme de protection sociale. Se taire, c'est éviter les problèmes, mais aussi préserver l'équilibre fragile des relations. Et cette logique ne s'arrête pas à l'espace public. Elle s'installe d'abord là où l'on se sent censé être en sécurité, au sein même de la famille. La famille comme refuge, mais aussi comme contrôle. Dans ce pays, la famille est le premier refuge. Elle protège, soutient, nourrit, aide à trouver un travail ou à traverser une crise. Dans un environnement incertain, elle devient une structure essentielle, parfois la seule sur laquelle on peut vraiment compter. Mais cette solidarité a un revers. La famille est aussi un espace de contrôle puissant, organisé autour d'une hiérarchie stricte. L'âge, le genre et le statut déterminent la place de chacun. Les décisions importantes ne sont que rarement individuelles. Elles se prennent collectivement, ou sont imposées par ceux qui détiennent l'autorité. Cette ambivalence crée une loyauté profonde, mais contraignante. Sortir du cadre familial, contester une décision ou suivre un chemin différent peut être perçu comme une trahison. Beaucoup apprennent donc à ajuster leurs désirs à ce que la famille attend d'eux. Les secrets circulent, mais ne sortent jamais du cercle. Le silence se transmet, tout comme les règles. Et plus on dépend de la famille, plus il devient difficile de s'en affranchir. Cette pression est encore plus marquée pour certaines personnes, surtout lorsqu'on parle du rôle des femmes et de ce que l'on attend d'elles dès le plus jeune âge. Être une femme ici, c'est apprendre très tôt à ne pas attirer l'attention. Dans cette partie du monde, être une femme signifie souvent apprendre très tôt une règle implicite. Ne pas attirer l'attention. Ce n'est pas formulé clairement, mais transmis par des regards, des conseils répétés et des avertissements discrets. La discrétion est présentée comme une forme de protection. Les attentes sociales sont précises. Une femme respectée doit parler avec retenue, se déplacer prudemment, éviter certains lieux, certaines heures, certaines attitudes. L'ambition personnelle existe, mais elle doit rester mesurée, presque invisible. Sortir du cadre attire des commentaires, parfois bien plus lourds que des mots. Cette pression ne prend pas toujours la forme d'une interdiction directe. Elle agit lentement, jusqu'à devenir une autocensure. Beaucoup de femmes intègrent ces règles au point de ne plus les questionner. Se faire petite devient une stratégie de survie sociale. Ce système produit une résignation silencieuse. Les choix sont possibles, mais jamais totalement libres. Chaque décision est pesée à travers le regard des autres, de la famille, du quartier. Mais ce contrôle ne s'arrête pas à la maison, ni aux relations proches. Il se prolonge dans l'espace public, de manière plus diffuse et souvent plus inquiétante. Un pays où l'État est partout, même quand on ne le voit pas. Sur ce petit bout d'Afrique, la présence de l'État ne se manifeste pas toujours par des uniformes ou des bâtiments officiels. Elle est plus discrète,
plus difficile à définir, mais toujours ressenti. Même quand rien n'est visible, l'idée d'être observé reste ancrée dans les esprits. La surveillance n'est pas nécessairement technologique ou affichée. Elle est souvent informelle, fondée sur les réseaux sociaux, les voisinages, les relations professionnelles. Chacun sait que certaines paroles peuvent circuler, être répétées, interprétées. Alors on apprend à filtrer, à parler à demi-mot, à s'interrompre au bon moment. Cette autocensure devient un réflexe. Dans les transports, au travail, lors de réunions familiales élargies, les discussions changent de ton dès qu'une personne inconnue s'approche. Le silence, encore une fois, devient une protection. Ce climat crée une forme de paranoïa diffuse, jamais déclarée, mais omniprésente. On ne sait pas exactement qui écoute, ni ce qui peut poser problème. Alors on suppose que tout peut l'être. Cette incertitude transforme profondément la vie quotidienne. Elle influence les amitiés, les déplacements, les projets personnels. Et elle redéfinit la frontière entre ce qui est public et ce qui doit absolument rester caché. Les étrangers voient dans le luxe. Les habitants voient les barrières. Pour un étranger de passage, la Guinée équatoriale peut donner une impression trompeuse. Hôtels luxueux, quartiers modernes, restaurants climatisés, véhicules haut de gamme. Tout semble indiquer une prospérité assumée, presque ostentatoire. Mais cette réalité n'est pas la même pour tout le monde. Pour beaucoup d'habitants, ces espaces ne sont pas des lieux de vie, mais des zones à distance. Certains quartiers, certains services, certains bâtiments sont implicitement réservés. Pas toujours par des panneaux, mais par des regards, des contrôles ou des règles non dites. On sait où l'on peut aller et où il vaut mieux ne pas s'attarder. Cette séparation crée une frustration silencieuse. Voir le luxe sans y avoir accès renforce le sentiment d'exclusion. Le pays semble fonctionner à plusieurs vitesses, avec des frontières invisibles mais très réelles. Ce que les étrangers prennent pour des symboles de réussite devient pour les locaux des rappels constants de leur position. Avec le temps, ces barrières sont intégrées. On évite certaines zones, on adapte ses trajets, on apprend à ne pas poser de questions. L'habitude remplace la colère, et derrière ces espaces inaccessibles se cachent d'autres réalités. Car ici, certaines choses ne sont pas seulement réservées, elles sont totalement interdites. Ce que les habitants évitent de dire, même entre eux. Pour beaucoup d'habitants, il existe des sujets que l'on apprend à éviter sans jamais qu'ils soient clairement nommés. Ils ne figurent sur aucune liste officielle. Personne ne dit explicitement qu'ils sont interdits. Pourtant, tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas les aborder, même entre proches. Certaines conversations s'arrêtent net. Une phrase reste en suspens. Un silence s'installe, lourd, immédiat. Quelqu'un change de sujet, comme par réflexe. Ce ne sont pas toujours des thèmes précis, mais des zones floues, sensibles, que chacun apprend à reconnaître avec le temps. Cette peur intérieure ne vient pas forcément d'une expérience directe. Elle se transmet. Par des histoires racontées à voix basse. Par des conseils donnés aux plus jeunes. Par des avertissements déguisés en plaisanterie. Peu à peu, on comprend que certaines paroles peuvent compliquer la vie inutilement. Alors on parle de tout, sauf de l'essentiel. Les frustrations restent enfouies. Les doutes aussi. Chacun garde pour soi ce qu'il pense vraiment, même au sein de cercles censés être sûrs. C'est à ce moment-là que les mots ne sont jamais neutres. Et certains, une fois prononcés, peuvent avoir des conséquences bien réelles, souvent disproportionnées et parfois irréversibles. Le pays où ne rien faire peut être une stratégie de survie. Dans la vie de tous les jours, l'inaction peut devenir un choix réfléchi. Ne pas se faire remarquer. Ne pas chercher à aller trop vite. Ne pas poser de questions inutiles. Pour beaucoup, ne rien faire n'est pas de la paresse, mais une stratégie de survie. Dans un environnement où chaque initiative peut être mal interprétée, la discrétion est perçue comme une forme d'intelligence. Mieux vaut rester dans l'ombre que risquer d'attirer une attention indésirable. Cette logique s'installe progressivement, jusqu'à façonner les comportements les plus simples. Les projets personnels sont ralentis. Les ambitions sont réajustées. On apprend à attendre, parfois indéfiniment. Cette attente permanente épuise. Elle crée une fatigue morale profonde, difficile à exprimer.
car elle n'a pas de cause visible. Avec le temps, cette posture devient collective. L'énergie s'éteint doucement. Les élans se transforment en prudence excessive. Et ce qui devait être temporaire devient une norme silencieuse. Mais vivre constamment en retenue a un coût. Ce système, conçu pour éviter les problèmes, laisse des traces invisibles. Et ces traces apparaissent surtout là où l'on s'y attend le moins, dans l'esprit, dans les rêves, et dans la manière dont les gens envisagent leur avenir. La richesse qui a brisé la notion même d'espoir. Au quotidien, la richesse n'a pas seulement créé des inégalités. Elle a lentement érodé quelque chose de plus fragile, l'idée même d'espoir. Pour une partie de la jeunesse, le pétrole n'est pas une promesse, mais un rappel constant de ce qui leur échappe. Beaucoup grandissent en voyant des fortunes circuler au-dessus d'eux, sans jamais les atteindre. Les discours sur l'avenir, le mérite ou la réussite sonnent creux, quand les opportunités semblent déjà verrouillées. Travailler dur n'est plus perçu comme un chemin, mais comme une attente sans garantie. Cette désillusion crée un vide existentiel profond. Certains jeunes cessent de se projeter. Ils vivent au jour le jour, sans plan clair, sans horizon précis. Non par manque d'intelligence ou d'ambition, mais parce que l'environnement leur a appris que rêver trop grand peut devenir douloureux. Le paradoxe est cruel. Dans un pays riche, l'avenir paraît étroit. L'argent est là, visible, omniprésent, mais inaccessible. Et plus cette réalité s'installe, plus l'idée de partir devient une obsession silencieuse. Mais partir n'est pas seulement une question de désir ou de courage. Dans ce pays, quitter le territoire est souvent bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Quitter le pays n'est pas seulement une question d'argent. Dans ce territoire discret, quitter le pays n'est pas un simple projet logistique. Même pour ceux qui en ont les moyens, le départ reste semé d'obstacles invisibles. Les démarches administratives peuvent être longues, imprévisibles, parfois décourageantes. Rien n'est jamais totalement garanti. Mais les freins les plus puissants ne sont pas toujours officiels. Ils sont sociaux, familiaux, émotionnels. Partir signifie souvent rompre un équilibre fragile. Laisser derrière soi une famille dont on dépend, ou qui dépend de vous. S'éloigner peut être perçu comme un abandon, voire une trahison. Cette pression crée un sentiment d'enfermement. On peut rêver d'ailleurs, mais sans jamais franchir le pas. Beaucoup restent non par choix, mais par accumulation de contraintes. Le pays devient une frontière mentale autant que géographique. Pour ceux qui restent, l'idée du départ s'efface peu à peu. On s'adapte. On revoit ses attentes à la baisse. On accepte certaines réalités comme immuables, pour continuer à avancer sans trop souffrir. Car, rester, ici, implique une forme de renoncement silencieux. Et ce renoncement prépare le terrain à quelque chose d'encore plus troublant. Une vie où l'avenir se décide sans vous. Un pays où l'avenir se décide sans vous. Pour ceux qui y vivent, beaucoup de personnes ont le sentiment que leur avenir ne leur appartient pas vraiment. Les choix décisifs, travailler, évoluer, changer de trajectoire, semblent dépendre de facteurs extérieurs, souvent imprévisibles. L'individu avance, mais sans réellement diriger le chemin. Cette impression d'impuissance modifie profondément la manière de se projeter. Faire des plans à long terme devient risqué. On apprend à ne pas trop espérer, à ne pas trop anticiper. Non par manque d'ambition, mais parce que l'expérience a montré que les efforts personnels ne suffisent pas toujours à changer le cours des choses. Peu à peu, l'idée même de projection individuelle s'efface. Les décisions se prennent au jour le jour. L'avenir devient une notion abstraite, presque lointaine. Ce n'est pas une résignation brutale, mais un glissement progressif vers l'acceptation. Cette relation particulière au temps transforme le quotidien. On vit dans l'attente, sans échéance claire. Les années passent, sans repères précis, sans étapes symboliques. Le futur n'est plus un objectif, mais quelque chose qui arrive, ou pas. Et lorsque le temps cesse d'être un allié, une autre transformation s'opère. Ce qui semblait autrefois inacceptable commence à paraître normal. La normalisation de l'inacceptable. Peu de gens le disent, mais certaines situations qui surprennent profondément les étrangers ne provoquent plus de réaction particulière chez ceux qui les vivent au quotidien. Ce décalage n'est pas le signe d'une indifférence, mais le résultat d'une adaptation progressive. Quand une réalité dure s'installe, elle finit par devenir normale.
Des choses autrefois jugées inacceptables sont intégrées comme faisant partie du paysage. Non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont constantes. À force de répétition, le choc s'atténue. L'esprit se protège en banalisant ce qu'il ne peut pas changer. Ce processus est silencieux. Il ne s'annonce pas. Il s'insinue lentement dans les habitudes, dans le langage, dans la manière de réagir ou de ne plus réagir. Ce qui choquerait ailleurs devient ici un détail de plus, un élément avec lequel il faut composer. Pour les visiteurs, cette normalité est déroutante. Ils perçoivent une tension invisible, une retenue permanente, sans toujours en comprendre l'origine. Pour les habitants, c'est simplement la vie. Une vie ajustée à des limites que l'on ne questionne plus ouvertement. Mais cette adaptation a un prix. Car quand l'inacceptable devient banal, il reste encore une vérité plus troublante à affronter. Une vérité qui dépasse les frontières du pays lui-même. Le pays dont le monde a accepté de ne rien savoir. La réalité la plus troublante de la Guinée équatoriale ne se trouve peut-être pas à l'intérieur de ses frontières, mais à l'extérieur. Ce pays n'est pas seulement discret, il est volontairement ignoré. Peu de reportages, peu d'analyses, peu de questions. Comme si le monde avait décidé de détourner le regard. Cette indifférence internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur un équilibre fragile. Tant que le pays reste stable, tant que certaines richesses circulent vers l'extérieur, le silence devient confortable. Parler compliquerait les choses. Alors on ne parle pas. Ce silence global renforce le silence intérieur. Il valide l'idée que certaines réalités peuvent rester invisibles sans conséquence, que l'oubli est parfois plus pratique que la compréhension, et que l'absence d'attention vaut presque approbation. Pour les habitants, ce constat est lourd. Il signifie que leur quotidien dérange moins que les intérêts qu'ils protègent, que leur histoire n'est pas ignorée par manque d'information, mais par choix collectif. La révélation est là. Le silence n'est pas un accident. C'est un équilibre soigneusement maintenu entre ce que l'on sait, ce que l'on accepte et ce que l'on préfère ne jamais regarder. Maintenant que ces vérités ont été révélées, regarderez-vous encore ce pays de la même manière? Ces réalités n'ont pas été placées à la fin par hasard. La désillusion de la jeunesse n'est pas un simple problème social. Elle est le résultat direct d'un système où l'avenir semble confisqué. L'impossibilité réelle de partir renforce ce sentiment d'étouffement, transformant le rêve d'ailleurs en pensée dangereuse plutôt qu'en projet. Puis vient l'acceptation progressive de l'inacceptable. Ce glissement lent, presque imperceptible, est peut-être le mécanisme le plus troublant. Il ne choque pas. Il apaise. Il permet de continuer à vivre, au prix d'une adaptation intérieure profonde. Mais rien de tout cela ne pourrait durer sans un dernier élément, le silence international. Un silence qui ne crie pas, ne condamne pas, ne s'indigne pas. Un silence pratique, confortable, presque complice. En réunissant ces éléments, une question persiste. Si tout cela existe, et que presque personne n'en parle, alors qui, exactement, bénéficie de ce silence ?